Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est présent avec trois personnes, donc Laurent, Alexandre et moi-même. Nous allons vous faire un retour d'expérience sur la société Technax avec son président, sur les enjeux, sur pourquoi ça a été fait, comment ça s'est déroulé. Donc pour commencer cette présentation, nous allons demander bien évidemment à Monsieur Vernet de se présenter. Hop, excusez-moi. Et de présenter la société. Au cours de la présentation, listez toutes vos questions dans le chat en live. On les dressera une par une à la fin et on y répondra de manière la plus précise possible. Bonjour à tous, donc Laurent Vernet, je suis le président de Technax. Technax, on est une société depuis 1989. On conçoit et on réalise des machines spéciales avec une spécificité dans le soudage des métaux, en particulier les alliages cuivreux. On travaille à l'international avec à peu près 70% du chiffre d'affaires à l'export. Et on travaille principalement dans deux gros secteurs d'activité qui sont l'électrotechnique. Donc l'électrotechnique, ça concerne tout ce qui est la distribution de l'énergie et la protection de cette distribution. Donc c'est les mini disjoncteurs que vous pouvez retrouver chez vous en termes de domestiques ou les contacteurs, les disjoncteurs industriels qui vont distribuer l'énergie soit dans les usines, soit sur les réseaux électriques. Donc c'est des gros clients type Schneider, Haier, ABB, qui sont des clients historiques. Et le deuxième gros secteur, c'est l'automobile et plus particulièrement les sous-traitants automobiles. On travaille peu avec les constructeurs en direct, on travaille surtout avec les sous-traitants, type Valeo, Bosch, Siemens, et de premier rang, deuxième et troisième rang. Et grosso modo, c'est à peu près 45% du chiffre d'affaires dans chacune des deux entités. Le reste, c'est des affaires ponctuelles, ça peut être dans le nucléaire, dans d'autres secteurs. On est basé à Saint-Priest et on est une équipe d'une quarantaine de personnes aujourd'hui. Et tout est fait sur notre site de Saint-Priest, bien qu'on exporte dans le monde, que ce soit en Europe principalement, mais également en Asie et aux États-Unis. Un seul site de production. Un seul site de production. Okay. Tout ce qui est études, production, tout est sur place. Alors, on fait tout en interne, c'est-à-dire qu'on part de la feuille blanche pour avoir une idée sur la conception de la machine. On réalise des études mécaniques, électriques, automatisme, vision, etc., tout en interne. On fait une partie de notre production de pièces, donc d'usinage en interne pour être actif. Et après, tout ce qui est câblage, montage, mise au point, tout ça est fait en interne à partir du site de Saint-Priest. Et ensuite, on va chez les clients implanter les machines. Ok. Je vais laisser Alexandre se présenter. Alors oui, Alexandre Saillu, moi je suis le responsable du delivery de l'offre cybersécurité chez Visiative. Donc Technax a fait chez nous un audit cybersécurité qu'on a délivré. Voilà. Ok. On reviendra un peu sur le détail de cette partie-là après coup. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va refaire parler M. Vernet, surtout au niveau des constats, pourquoi et quelle est la genèse un peu de cette démarche, la situation existante, comment vous l'avez fait, quels étaient les objectifs. Donc on vous a mis quelques points pour les personnes connectées pour vous y un peu un résumé, mais c'est important que M. Vernet vous explique la réflexion d'où il est venu et pourquoi il l'a fait aussi avec Visiative, parce que c'est aussi l'intérêt de comprendre ça. Voilà. Alors, l'informatique, c'est un outil qui est absolument indispensable aujourd'hui, qui prend une place de plus en plus importante. On voit sur les 10 dernières années, l'informatique a pris une place hyper importante chez nous. Depuis le début de l'informatique, on a toujours eu l'accent sur la sécurité et la peur de perdre des données. Avant, on travaillait sur calque pour faire un plan. Calque, on ne le perd pas. L'informatique, avec les changements qu'il peut y avoir de version de soft, etc., il a fallu appréhender la chose différemment. Donc c'est pour ça que la sécurité et les sauvegardes, ça a toujours été un élément important. Et ensuite sont venus les problèmes de virus, d'attaque. C'est pour ça qu'on a assez rapidement séparé les données internes, qui sont pour la conception des machines, ce qui est notre savoir-faire, et les données, on va dire, externes, tout ce qui est mail, etc. C'est pour ça qu'on a deux réseaux informatiques bien séparés. Il y en a un qui est connecté à Internet, bien entendu, et l'autre qui n'est connecté à rien du tout, qui est en boucle fermée à l'intérieur de l'usine. Donc, il n'y a pas d'échange direct avec d'autres partenaires ou avec des clients. C'est vraiment un réseau fermé pour protéger au maximum toutes les données, que ce soit les données BE ou les données de production.
Donc, déjà une première démarche de sécurité qui a été faite dès le départ. Voilà, on a toujours eu cet accent-là et cette philosophie. Alors, ça impose un certain nombre de contraintes. C'est pas forcément évident, en particulier pour vous, les éditeurs de logiciels, pour les mises à jour, mais c'est une volonté de bien cloisonner ces deux réseaux. Depuis 2018, on a intégré un ERP. On a travaillé avec vous, Visiative, pour une gestion de données, WAPS, une solution que vous avez apportée. Et bon, tout ça, c'est des données qui sont importantes, qui sont sur le réseau externe. Donc, on a voulu avoir une vision un petit peu externe de notre niveau de sécurité. On travaille avec un partenaire informatique qui s'occupe de tout ça. Mais ce qui m'a intéressé dans la démarche avec Visiative, c'est d'avoir cet œil externe pour voir ce qui était bien fait et ce qui pouvait être amélioré. Parce qu'en sécurité informatique, rien n'est parfait, on peut toujours faire mieux. Alors pourquoi avec Visiative? Parce que Visiative, c'est un partenaire de très longue date avec Technax, puisqu'on se connaît, on a commencé avec les solutions SolidWorks en 2004, et au fur et à mesure, Visiative nous a suivis sur toutes ces démarches-là. Et les relations sont très bonnes avec Visiative. On aime cette démarche proactive de Visiative sur différents sujets comme l'intégration de MoveApp récemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette analyse avec Visiative. Donc, ouais, en gros, pour la petite historique, un Technax, client SolidWorks depuis 2004, mise en place de gestion de données pour la partie bureau d'études, voilà, et une GED plutôt globale administrative. Voilà, il y a SolidWorks, PDM pour la partie données techniques, et on a mis en place MoveApps pour la partie gestion de données autres. Et MoveApps est apparu après une analyse de 360 qu'on avait fait avec vous, avant la partie cyber, pour avoir une vision globale de l'informatique et qu'est-ce qu'on pourrait faire à un horizon de 5 ans sur les différents secteurs d'activité de l'entreprise, jusqu'où on peut aller numériser, informatiser les process. Donc c'est dans cette démarche-là qu'on a mis en place. Ouais, c'est vrai qu'il y a une première démarche un peu plus globale et après on a fait un focus cyber avec les équipes. Je reviens juste sur un des objectifs qui était, vous en parliez, qu'on a préparé, c'était être l'acteur de l'industrie 4.0. Quelle part de la sécurité dans cette démarche? Aujourd'hui, toutes nos machines sont connectées ou connectables lorsqu'elles arrivent chez nos clients. Elles sont toutes livrées avec un soft qui nous permet d'avoir un accès sécurisé via un tunnel VPN à nos machines. Mais on se rend compte que l'industrie 4.0, c'est bien joli sur le papier, mais dans la réalité, c'est très très compliqué de connecter les machines. Parce que comme on travaille avec des gros groupes, ils ont un service IT et pour avoir un accès sur nos machines, c'est très très compliqué. Il faut souvent passer par leur propre système. Et, voilà. Donc c'est aussi un souci que l'on a, c'est de ne pas se faire pirater nos machines. Nos machines aujourd'hui sont pilotées par des PC, il n'y a plus d'automates pour des questions de vitesse, de fonctionnalité vis-à-vis de la traçabilité. On remonte énormément de données dans les serveurs internes de nos clients pour tout ce qui est suivi de production et analyse pièce à pièce, pour tout ce qui est traçabilité. Donc la sécurité est importante aussi pour pas que de l'extérieur on puisse venir pirater les softs et contrôler ou stopper les outils de production chez nous. Mais vous n'avez pas de remontée de données qui sont faites de vos machines chez vous? Non, alors ça c'est quasiment impossible parce qu'il y a très peu de clients laissent les machines connectées à H24. Ils les connectent lorsqu'ils ont un souci ou lorsqu'ils veulent que l'on fasse une modification, une intervention. Là, ils nous connectent pour un temps très, très limité. Ouais, donc ça c'est un point important parce que je sais que dans l'industrie aujourd'hui, connecter les machines, les outils, les solutions que l'on propose, ça devient hyper important et du coup forcément, et je crois savoir qu'en plus on vous soumet, on vous demande un peu plus d'exigences aussi sur des normes, des certifications, sur des réponses de sécurité. Et je pense qu'il y a des clients qui sont connectés qui sont aussi concernés par ça. Donc, voilà, alors aujourd'hui, toutes les machines sont connectées en interne dans les entreprises. Il y a énormément de données qui remontent des machines vers les systèmes de traçabilité et les systèmes de gestion de données internes aux clients. Donc ça, il n'y a quasiment plus de machine qui est sans traçabilité aujourd'hui, en particulier dans le domaine automobile. Par contre, la remontée de données vers les fournisseurs, là, c'est plus compliqué. Et on commence à avoir aussi dans l'automobile des gros acteurs qui nous demandent des
d'être certifié ISO 27000, voire un petit peu plus sur des normes spécifiques automobiles, pour pouvoir ne serait-ce que dialoguer avec eux et faire des échanges de plans ou d'informations. Avant de commencer un business. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver là depuis quelques semaines. Ok. Du coup, on va passer après, du coup, un peu sur. Laurent, vous en avez déjà un peu parlé, mais c'était un peu montré en avant, qu'est-ce que l'offre diagnostic cyber. Et avant de rentrer dans le détail et que Alexandre puisse la présenter via notre plateforme, c'est d'expliquer un peu votre ressenti, comment ça s'est déroulé. On avait mis un peu en avant certains points là, qui sont illustrés sur ce slide. Mais c'est comment ça s'est passé avec les équipes, la durée, les feedbacks, et qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, on a fait 2 réunions de préparation, dont une qui a été faite avec notre prestataire de services informatique qui gère tout notre parc informatique et qui s'occupe de tout ce qui est sécurité, etc. Donc, parce que quand vous avez commencé le diagnostic, il y a quelques questions un peu pointues et c'est entre spécialistes, il vaut mieux laisser les spécialistes discuter entre eux. Ce qu'il en est ressorti, c'est que sur la partie soft et hard, on est plutôt pas trop mal, on va dire. Par contre, dans les pratiques, dans le formalisme, là, il y a des manques. Et ça, c'est des points qui ont été mis en évidence lors du diagnostic. Et c'est sur ces points-là qu'il va falloir travailler pour le futur. Je reviens sur une question, parce que souvent, c'est ce que nos clients nous interpellent là-dessus. Vous avez un prestataire externe, comme vous l'avez dit, il n'a pas été fermé, il était dans la démarche, vous avez dû en parler avant, comment ça s'est passé? Non, il était tout à fait intéressé par la démarche, parce que lui aussi, il est dans cette démarche d'apprendre, en particulier dans le domaine de la sécurité. Tous les jours, on peut, ça évolue très vite, donc tous les jours, on peut en apprendre. Donc, bon, lui, il était plutôt content de cette démarche-là et ouvert à la discussion et à l'amélioration. Et nous, dans notre diagnostic, c'est vrai qu'on aime bien effectivement embarquer l'écosystème du client, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on s'améliore en fait collectivement et qu'on élève notre niveau de jeu en termes de cybersécurité. Oui, puis nous, on est 40 personnes, donc on n'a pas une structure qui nous permet d'avoir un service IT développé. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la technicité et vu le niveau de connaissance qu'il faut avoir dans ce domaine, c'est bien de s'appuyer sur des gens qui font quasiment que ça et qui ont beaucoup plus l'habitude que nous. Pour être performant et avoir un système qui soit à jour et opérationnel, il vaut mieux s'adresser à des prestataires et à des gens dont c'est le métier. Il faut s'appuyer sur les spécialistes, mais en même temps, il faut aussi avoir un regard. C'est souvent ça qu'on consacre chez nos clients dans le cas des diagnostics. C'est que, évidemment, il faut laisser aux spécialistes le sujet de la cybersécurité, mais par contre, c'est quand même votre sécurité. Donc, vous devez quand même avoir un regard et quelque part une gouvernance de ces prestataires. Et c'est souvent là-dessus en termes de bonnes pratiques, on remet un petit peu du liant finalement entre le client et son fournisseur en disant, bon, voilà les attentes du client en termes de cybersécurité, voilà où est le prestataire et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le bon niveau de cybersécurité pour que tout le monde soit en sécurité. Ouais, et puis les questions de sécurité, on le voit, que ce soit 30-40 ou 250-300, les enjeux, les attentes sont souvent les mêmes. Oui. C'est une question de taille de société aujourd'hui. Le risque numéro 1, c'est de perdre les données techniques. C'est l'enjeu majeur de la sécurité. C'est pour ça qu'on a un réseau informatique qui est fermé pour ces parties-là. De manière à limiter les risques. Il n'y a jamais de risque zéro, mais on limite les risques de cette manière. Et c'est plutôt une bonne pratique, on ne voit pas chez beaucoup de nos clients. Alors, on est toujours un peu atypique, TechNext. Donc là, vous avez à l'écran un screenshot un peu d'un scoring qui a été fait. Alors, ce n'est pas celui de TechNext, je vous rassure. Enfin, on a fait attention quand même. Ce qu'on va faire, c'est je vais passer la main à Alexandre. Et Alexandre va vous illustrer comment on déroule cet accompagnement cyber qui se passe en 3 phases. Donc, une phase de préparation, de diagnostic, une phase de restitution, un peu de feuille de route, parce qu'il y a une feuille de route à avoir aussi comme une transfo sur la partie cyber. Et après, on en reparlera avec M. Vernet derrière, mais c'est important aussi de prendre des décisions et des actions pour après piloter l'exécution de ces actions et s'assurer des bonnes pratiques, du formalisme, ou pourquoi pas, alors c'est pas le cas chez TechNext, mais il y a des actions aussi ou des décisions à prendre au côté matériel. Donc, on va vous montrer via une plateforme. On a digitalisé cette façon de faire et Alexandre va vous illustrer ça en 5-6 minutes pour vous montrer un peu concrètement de quoi on parle, comment c'est fait et quels outils on vous met à disposition pour maîtriser ça.
Alors déjà, au niveau du diagnostic, je voulais juste faire une petite aparté. Donc, on a un système de scoring. Alors, ça peut paraître un peu Nutri-Score, un peu simpliste, mais en fait, c'est assez intéressant parce que ça permet quand même de se positionner par rapport à son marché. Parce que ce qu'on aime bien chez Visiative, c'est qu'on fait beaucoup de diagnostics. Et donc, du coup, on a quand même une vision marché qui est intéressante et on aime bien comparer finalement nos clients entre eux pour leur dire, bah voilà, sur certains sujets, vous êtes plutôt en dessous de votre marché, plutôt au-dessus de votre marché. Et le diagnostic, vous le disiez tout à l'heure, il a plusieurs volets. Il y a un volet qui est très technique, effectivement, où souvent d'ailleurs on discute avec les prestataires de nos clients. Et puis il y a un volet qu'on appelle nous processus, de manière un peu pompeuse, un peu ISO, mais en fait c'est les bonnes pratiques. C'est-à-dire c'est est-ce qu'il y a en place finalement les bonnes pratiques dans l'entreprise pour éviter, pour faire en sorte que le niveau de sécurité s'améliore et ne se dégrade pas avec le temps. Et finalement cette note globale de diagnostic, elle est le résultat de plusieurs notes. Une note aussi très technique où on va analyser la surface externe, donc on va vraiment voir ce qu'il est possible de faire en termes d'attaque chez le client. On peut faire la même chose en interne aujourd'hui en option, donc avoir finalement un scan de ce qui se passe en interne et de quelles sont les vulnérabilités. Et puis cette évaluation, on va dire, de vos bonnes pratiques. Et finalement, c'est cette moyenne de ces trois notes qui donne un niveau, on va dire, de sécurité. Alors le niveau de sécurité, il est intéressant pour se comparer au marché, il est surtout intéressant de le voir évoluer dans le temps, après dans l'accompagnement. Voilà, ça c'était rapidement. Et donc, pour expliquer, nous, notre démarche, comment on accompagne aujourd'hui nos clients. Donc, comme Technax, vous avez fait l'étape 1, hein, donc l'audit, finalement, c'est la manière de prendre une photo à un instant T, de se dire, je veux un regard extérieur, je veux savoir un peu, je veux me comparer par rapport au marché, par rapport aux normes. Donc, ça, c'est l'étape 1. Aujourd'hui, on fait tout ça dans une plateforme que je vous montrerai juste après, qu'on appelle donc notre plateforme de pilotage cyber. Ça permet finalement de mettre le résultat, tous ces résultats d'audit en fait dans une plateforme et puis ensuite de pouvoir piloter la remédiation. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, notre objectif, hein, c'est d'élever le niveau de jeu de nos clients en termes de cybersécurité, de nos clients et de leurs partenaires, hein, de leurs prestataires. Et donc pour ça, avoir une plateforme où finalement on peut travailler ensemble sur les sujets, définir une feuille de route, dire bah ça c'est plutôt le prestataire qui doit s'en occuper, donc on lui affecte la tâche et puis on suit son avancement et puis on a des indicateurs sur tout ça pour finalement voir ce score évoluer de manière positive. Nous c'est en ça qu'on croit beaucoup et en tout cas on pense que c'est comme ça qu'on peut élever le niveau de jeu chez nos clients. Et puis il y a quand même nécessairement des actions à mettre en œuvre, donc on a développé quelques outils. On a une plateforme de sensibilisation. Là, on s'est basé typiquement sur ce qu'on a fait nous-mêmes chez Visiative pour sensibiliser nos collaborateurs, donc on met à disposition de nos clients. On a des solutions pour protéger les assets disponibles que vous pourriez rendre disponibles sur Internet. On a des solutions de protection. On a aussi une solution qui est pas mal, qui permet de tester la sensibilisation de nos collaborateurs, c'est les tests de phishing. Alors envoyer des faux mails de phishing pour voir s'ils se font attraper. Ça marche plutôt bien et c'est plutôt efficace. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de culpabiliser celui qui s'est fait avoir, hein. C'est au contraire de l'amener vers une page de formation finalement et de lui expliquer comment il aurait pu éviter le piège. C'est ça qui est intéressant. Et puis j'en parlais tout à l'heure, le pen test, là, c'est une manière de vraiment se dire si demain j'ai un attaquant qui veut s'en prendre à mon entreprise, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Donc là, on est vraiment dans le test de l'attaque, le pen test. On est capable de faire ça aujourd'hui. Et l'accompagnement, on en parlait tout à l'heure, l'idée, donc, c'est partir de la photo et puis d'en faire un film. C'est de se dire, OK, j'ai un diagnostic, j'ai un plan de route, donc on construit ensemble aussi les remédiations, parce que vous l'avez vu lors de votre diagnostic, hein, on sort quand même avec beaucoup de recommandations, on va dire, beaucoup de choses à faire. Donc après, le sujet, c'est, bon, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai les moyens de faire tout de suite? Est-ce que je dois reporter un petit peu? Quel critère d'urgence? Quel état d'urgence, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est un quick win? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vraiment m'apporter de la valeur en termes de cybersécurité et qui ne va pas me coûter trop cher au départ? Et on va commencer par là, évidemment, pour tout de suite rentrer dans une dynamique positive. Avec peu d'efforts, j'ai beaucoup de résultats sécurité, donc ça met toutes les équipes en mouvement. Et puis, l'idée, c'est quand même de faire ça sur un an, parce que nous, on estime qu'en dessous d'un an, c'est difficile d'avoir vraiment un impact, on va dire, sur le niveau de cybersécurité, justement parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à faire, qui demandent un peu plus de temps. On en parlait tout à l'heure de formalisme un petit peu, voilà, d'être capable aussi de mettre des documents autour des bonnes pratiques, de vérifier que ces bonnes pratiques sont bien suivies, voilà, d'avoir des indicateurs, tout ça, ça demande un petit peu de temps. Donc on estime voilà, qu'il faut un suivi au moins annuel. Et puis nos RSSI vont finalement vous aider sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise.
On en parlait tout à l'heure. Souvent, on pense à la technique, on a le bon antivirus, on cloisonne les réseaux, etc. Et puis, il y a la partie bonne pratique, processus, comment est-ce que je fais, des guides, des choses comme ça, où là, ça demande un petit peu plus peut-être d'accompagnement. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'au milieu de l'accompagnement, on fait une simulation d'attaque pour voir si ce qu'on fait a servi à quelque chose. Si le score augmente. Voilà, c'est ça. Alors, normalement, on a fait augmenter le score pendant les 6 premiers mois. Quand on fait la simulation d'attaque, en général, le score redescend vite. Voilà, parce qu'on creuse un petit peu plus. Et puis, on se laisse les 6 mois suivants, évidemment, pour remonter ce score au bon niveau. Donc, voilà l'idée de l'offre, finalement, cyber de Visiative dans sa globalité. Je ne rentre pas plus dans les détails. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement à quoi ressemble aujourd'hui la plateforme avec laquelle on fait ces accompagnements. Donc, c'est la plateforme pilote des transformations de Visiative. Donc, on peut, à l'intérieur de cette plateforme, piloter plusieurs transformations. Donc, la transformation numérique au sens global, la cybersécurité, c'est ce dont on va parler, mais aussi des transformations de type RSE. Donc, sur la cybersécurité, typiquement, vous voyez en haut votre ligne de vie, la réalisation du diagnostic, la restitution de votre diagnostic. Donc, vous, finalement, TechNac, vous êtes à cette étape 2. On vous a restitué le diagnostic, vous savez ce que vous avez à faire. Et ensuite, on peut rentrer dans une phase de co-construction de notre feuille de route. Donc là, on va travailler effectivement à placer finalement sur une timeline qu'est-ce que je fais, quand, pour quel coût, quels sont mes enjeux et où est-ce que je veux être dans un an, par exemple. Et puis, évidemment, ensuite, rentrer dans l'exécution. Donc, je ne vous montre pas toutes les tuiles, mais en gros, globalement, ici, vous avez les résultats. Donc, j'en parlais tout à l'heure, plusieurs diagnostics, processus, donc les bonnes pratiques, diagnostic externe, qu'est-ce qui est visible, votre surface d'attaque, diagnostic interne, qu'est-ce qui est visible en interne, si vous vous faites attaquer par l'intérieur, un résultat global, donc ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, finalement, c'est le slide qui résume les scores, les chantiers prioritaires et le niveau de menace dans lequel vous vous trouvez. Et puis, évidemment, tous les détails. Donc, ensuite, la liste des vulnérabilités qu'on a découvertes, toutes les actions de remédiation qu'on peut vous proposer, etc. Et l'idée, c'est de rentrer assez rapidement dans l'exécution. Par cette phase de co-construction dont on parlait tout à l'heure, donc là, on a une méthodologie qui est assez rodée, qui est un peu la même d'ailleurs que sur la transformation numérique, où on va travailler sur évaluer la valeur de chaque action. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter réellement en termes de sécurité? Est-ce que ça va couvrir des risques? Vraiment? Est-ce que j'ai vraiment un risque qui est en face de ça? C'est quoi son impact, sa probabilité de survenance, etc. Évidemment, évaluer les efforts en termes de temps humain, les efforts en termes de coûts financiers, pour pouvoir finalement avoir un rapport valeur sur effort et pouvoir positionner des quick wins et dire, voilà, je sais que je peux agir là-dessus rapidement, ça me demande peu d'efforts, ça va avoir une vraie valeur en termes de sécurité. Évidemment, on peut reprioriser, parce que ça peut être aussi, vous pouvez dire, non, ce trimestre-là, je n'aurai pas le temps de faire ça, mon prestataire, il est déjà sur un projet, on va plutôt le mettre en Q2, par exemple, ou dans une deuxième partie, donc on repriorise ensemble. Parce que dans un premier temps, c'est nous qui amenons notre expertise, expérience dans les benches, voilà, le risque, les efforts, et après, ça se challenge avec le client, parce que vous avez aussi peut-être des contextes à prendre à l'instant T, d'autres enjeux qui sont repriorisés ou dépriorisés. Et on vient rejoindre ensemble pour travailler avec ça, et c'est une sorte de vraie feuille de route agnostique, objective, et pas dire on met ça en premier parce que Visiative a décidé. C'est vraiment construit ensemble et c'est le plus objectif possible. Et avec des vraies catégorisations en fait par rapport à tout ça. Donc là, on voit un exemple de feuille de route. Donc on travaille par trimestre. Pourquoi? Parce que on a un suivi qui est beaucoup plus régulier. On va se voir tous les mois dans un accompagnement comme ça. Toutes les semaines, on va faire un check des actions, etc. Mais tous les trimestres, c'est un moment finalement pour justement parler à vous, dirigeants, de dire voilà, en un trimestre, voilà ce qu'on a réussi à faire, voilà ce qu'on a amélioré. Voilà ce que ça a coûté en termes de temps homme, etc. Donc, avoir des indicateurs pertinents et pouvoir justement influer sur cette feuille de route assez régulièrement. Parce que c'est pas parce qu'on a décidé un truc à un moment donné que le plan va se dérouler sans accroc. Ça n'existe jamais en vrai. Donc, chaque copie, finalement, chaque trimestre, on va pouvoir reprioriser, dire là où on a des difficultés, pourquoi, peut-être déprioriser certaines actions, disant ça, tant pis, on le fera plus tard. On va se focaliser là-dessus. Donc, cette vision trimestrielle, elle est importante. Et puis, surtout, ça nous permet de vous faire un résumé, finalement, qui ne soit pas trop technique, qui soit vraiment pertinent pour vous, dirigeants. Donc, voilà un exemple de feuille de route. Et puis, après, on rentre dans l'exécution. Par rapport à cette feuille de route, chez Technex, vous avez déjà travaillé sur ce type de feuille de route, que ce soit cyber ou autre, global. Je sais qu'on en avait fait il y a quelques temps ensemble, mais vous l'avez retravaillé, vous l'avez fait évoluer.
On a travaillé un petit peu sur la partie 360. D'accord. La vue globale. C'est à partir de là où on a dit, voilà la vue globale, voilà le point où on veut aller, mais on démarre par ça, et après on verra dans les mois ou les années suivantes ce que l'on va faire. Et vous l'avez rejoué, ça a rebougé, vous la tenez cette feuille de route? Alors, dans le temps, non, parce que il y a des investissements à faire, et on n'a pas des ressources humaines non plus à l'infini. Et comme aujourd'hui les ressources humaines sont un peu sont bien utilisées, on va dire, et qu'on a du mal à trouver des compétences, il y a certains sujets qui sont mis un petit peu en stand-by, mais on a bien avancé quand même sur des sujets hyper importants pour nous, et dont MoveApps. Okay. Très bien. Et ben, dans le suivi de l'exécution, justement, c'est ça qui est important, c'est que là, on vous montre une plateforme, mais évidemment, derrière, il y a des humains et des compétences en cybersécurité, en accompagnement sur ces sujets-là, et finalement, qui vous font gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses où si vous le faisiez par vous-même dans votre coin, bah, ça va vous demander de solliciter votre prestataire, peut-être de trouver des compétences en interne. Voilà, c'est pas évident. Tout à l'heure, on parlait de normes qu'il peut y avoir dans le milieu automobile comme TISAX. Bon, bah, ça demande à mettre en place tout un référentiel finalement. Nous, on a des RSSI qui font ça toute la journée, qui peuvent vous faire gagner un temps fou sur ce type de sujet. Et puis dans la plateforme, on va retrouver aussi, on en parlait tout à l'heure, les outils. Donc si on a des outils typiquement de sensibilisation, les outils, là il n'y a pas la tuile, mais il y a aussi le test de phishing, les outils de protection. On va pouvoir retrouver les outils dans la plateforme pour avoir finalement une vision globale et de notre plan d'action cybersécurité, et aussi des outils qu'on a mis en œuvre pour améliorer notre protection. Voilà. Okay. On a fait un rapide tour de table là, sur cette plateforme. Toujours pareil, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il faut revenir sur un point en détail, après, on reviendra, donc n'hésitez pas. De toute façon, il va rester un slide. L'idée maintenant, c'est on a parlé de l'accompagnement, on a parlé de ce qui a été fait. Et là, c'est redonner la parole à Laurence et de savoir, ce qu'on appelle moi et maintenant chez nous, c'est qu'est-ce que vous avez décidé, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont ressortis par rapport à ça, dont on n'a pas parlé. C'est pouvoir se projeter un peu et expliquer un peu aux personnes présentes qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, est-ce que vous avez fait des choses de votre côté déjà? Alors, suite au diagnostic, on a fait un certain nombre d'actions qui étaient sur des parties un peu techniques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en suis bien incapable. En tout cas, elles étaient identifiées. Voilà, des ouvertures, de fermetures de corps, enfin des choses comme ça qui parleront aux spécialistes. Après, il y a une deuxième partie qui devrait arriver prochainement, c'est de formaliser un petit peu les bonnes pratiques et de sensibiliser. Je pense que ça, c'est le point important qui pêche peut-être, ça c'est normal, de sensibiliser les collaborateurs à la sécurité. Et faire des rappels, réguliers, parce que le faire une fois, oui, ça marche, mais c'est comme les vaccins, il faut faire des piqûres régulièrement pour ce genre de choses. Et là, on aura besoin de ça, et puis la sensibilisation des collaborateurs, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Puis c'est quelque chose, c'est comme les solutions de sécurité technique, finalement, qu'il faut tester. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, voilà, est-ce que si je les mets vraiment dans une situation à risque, est-ce qu'ils vont appliquer les bonnes pratiques ou pas? Et c'est là où ça devient intéressant de me dire, voilà, je sensibilise, et en plus, je vérifie si cette sensibilisation est efficace. Mais la sécurité, c'est important. On a, plus tard que cette semaine-là, un client à qui on ne peut plus envoyer d'offres par mail parce qu'il s'est fait hacker tout son système informatique. On lui renvoie les offres par courrier. Donc on est revenu 20 ans en arrière parce que son système informatique est complètement à plat pour l'instant. Donc c'est important, et je pense que dans les années à venir, on aura besoin d'avoir un label sécurisé de sécurité informatique si on veut dialoguer et faire du business avec des grands groupes. Et nous, on est petits, mais on travaille qu'avec des grands groupes. Je peux parler d'automobile. On a été au garage ce matin. Audi s'est fait hacker il y a 15 jours, son siège en Allemagne, est incapable de fournir des pièces de rechange à tous les garages. Ça dure une semaine, mais bon, ils ont un paquet de concessions, et je pense qu'on vous dit que c'est en cours, ça va arriver, les certifications, les normalisations, comme le RSE, comme plein de sujets comme ça qui vont arriver pour parler de dialoguer ou d'accéder à certaines choses. Simplement de pouvoir faire du business et d'échanger des données techniques,
qui plus est, où il peut y avoir des notions de confidentialité sur des plans, sur des produits, parce que nous, on travaille en amont de ce que l'on voit dans le côté public, puisque les produits sur lesquels on travaille et pour lesquels on va construire des moyens de production, c'est les produits que vous verrez d'ici 3 à 4 ans sur le commerce. Donc il y a quand même une certaine confidentialité à avoir dans les échanges. Ok. D'autres choses que vous voulez rajouter, Laurent? On a fait à peu près le tour avant qu'on passe aux questions. Bon, je crois qu'on a déjà pas mal discuté sur le sujet. Qui est vaste, on peut en discuter longtemps. Oui, c'est ça. Non, mais l'idée, c'est d'avoir une vision aussi direction stratégique en jeu et pas forcément technique. Après, il faut aussi, l'informatique coûte cher, la sécurité informatique coûte cher. C'est toujours la difficulté, où est-ce qu'on met le curseur. Il y a aussi une notion de rentabilité et on ne peut pas non plus tout faire. Et c'est pour ça que l'approche par les risques dans la co-construction de la feuille de route, elle est vraiment intéressante parce que finalement, on va bien utiliser notre budget. C'est-à-dire, on va mettre du budget là où vraiment ça a un impact et où on va couvrir des risques. Voilà, parce que c'est pas forcément mettre que du budget sur du soft ou du matériel. Le budget, il peut être mis simplement sur les bonnes pratiques à l'intérieur de la société. Et nous, on le voit sur les simulations d'attaque. En fait, très souvent, ce qui nous permet finalement de réaliser l'attaque, c'est plutôt une bonne pratique qui n'a pas été mise en œuvre qu'un souci technique. Et c'est très souvent, en fait, les premières portes dérobées qu'on utilise, c'est ça. Donc, en fait, finalement, avec assez peu de budget, mais plus de l'investissement en temps et de la mise en place de bonnes pratiques, on peut déjà fermer beaucoup de portes. Alors, évidemment, il faut quand même aussi faire de la technique, mais c'est pas les deux se répondent bien. Je pense que les deux sont absolument nécessaires. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, ne marche pas. Miser que sur la technique, ça ne marche pas, et miser que sur l'humain, c'est pas suffisant. Ça reste risqué. C'est clair. On ne fera pas de témoignage du client à qui c'est arrivé, parce que là, vous n'est pas arrivé d'avoir une attaque. On a eu des retours aussi chez les actifs par des clients, PME ou grosses boîtes, qui sont fait cryptoloquer ou attaquer, et là, les coûts sont faramineux. Entre le temps de perte de données, la remontée de données, les payer, faire de la rançon, ça peut être vite assez catastrophique. On a fini le tour du retour d'expérience de Technax. Je crois qu'il y a une ou deux questions en ligne. Oui, on a une question sur la disponibilité des slides. Alors, en effet, on vous enverra par mail et le replay de notre événement, et également les slides qui sont du coup disponibles et vous pourrez du coup consulter. N'hésitez pas, on a une rubrique chat, une rubrique questions à poser vos questions. On est là pour y répondre. On a un petit moment encore. Si certaines personnes veulent avoir plus de détails par rapport à Technax, par rapport à nous, la plateforme, comment ça se déroule, n'hésitez pas. On a notre expert Alexandre qui est là. C'est Agathe qui voit les questions. C'est ça. Je ne les vois pas. Je vous dis. Vous êtes une vingtaine connectés. S'il n'y a pas de questions. De toute façon, on serait tous rappelés pour avoir votre avis, les personnes connectées, à votre retour, pour savoir si ça a convenu, s'il manque des choses, s'il faut changer. Donc, on vous recontactera pour avoir un peu votre retour. Et puis, à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions maintenant, on pourra échanger par téléphone par la suite. Pas d'autres questions? Donc, moi, je vous remercie à toutes et à tous pour l'attention. Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Alexandre, pour l'expertise, merci. Et à très vite pour un prochain numéro, comme on dit. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.